Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une, le 64e anniversaire de l'indépendance du Royaume, une occasion de rendre hommage à la lutte permanente menée par le glorieux trône alawite et toute la nation pour poser les jalons d'un Maroc indépendant, moderne, uni et solidaire. L'OTAS remporte la Coupe du Trône de football et c'est son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, qui a présidé cet après-midi au Stade d'honneur d'Oujda, la finale qui a opposé le club casablancais au Hassania d'Agadir. Également au menu de votre édition, ce spectacle éclectique de danse contemporaine qui a eu lieu à l'Institut Cervantes de Casablanca, une ode au partage et à la diversité culturelle sous l'œil fasciné d'un public d'horizons divers. Bonsoir, nous célébrons dans la joie et la fierté ce lundi 18 novembre le 64e anniversaire de l'indépendance, un moment de communion pour commémorer un événement phare de l'histoire contemporaine du royaume, celui de la fin du protectorat et la naissance du Maroc moderne. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu des messages de félicitations de plusieurs chefs d'État. Nous commémorons donc aujourd'hui cette grande épopée qui marque l'histoire contemporaine du Maroc, une occasion de rendre hommage à la lutte permanente menée par le glorieux trône alawite et toute la nation et à leurs efforts acharnés pour poser les jalons d'un Maroc indépendant, moderne, uni et solidaire. Les temps forts de cette glorieuse épopée avec Souad Neched. Le triomphe de la légitimité et de la dignité couronne ce combat de longue haleine mené par le peuple et le trône contre le colonisateur. À la longue nuit du protectorat succède une nouvelle eau pleine de promesses. Feu Sa Majesté Mohammed V et la famille royale foulent le sol de la patrie ce jour du 16 novembre 1955, une date historique. Le retour triomphal du sultan légitime au royaume sonnera le glas de la colonisation. C'est dans la place à la liberté, à la dignité et la souveraineté. Le retour à la mère patrie de feu Sa Majesté Mohammed V était synonyme d'indépendance pour le peuple marocain. En effet, le peuple, le mouvement national, considérait que le retour du roi et l'indépendance sont indissociables. Le retour de feu Sa Majesté Mohammed V d'exil et la famille royale le 16 novembre, des milliers de Marocains sont à leur accueil à l'aéroport de Rabat Salé. Même accueil populaire massif au Méchoir et enfin à la place Hassan qui a résonné d'une ferveur indescriptible. En tout, 1 million de Marocains sont venus acclamer le roi. C'est l'une des illustrations des sentiments d'attachement que lie le peuple à son souverain et au trône alawite. Nous sommes passés à la bataille du petit djihad à celle du grand djihad, déclare feu Sa Majesté Mohammed V en s'adressant à la nation dans un discours historique. Ni l'exil forcé, ni les multiples tentatives des forces du protectorat n'ont eu raison de la détermination du père de la nation de libérer le pays et de l'inscrire dans une dynamique de démocratie et de développement. Manu militari, les autorités coloniales ont imposé à Sa Majesté Mohammed V, symbole de la dignité de tout un peuple, de quitter le royaume afin de l'isoler, dans l'espoir de réduire la force des liens qui l'unissaient à son peuple fidèle. Le 16 novembre 1955, après un séjour de 15 jours à Nice et à Saint-Germain-en-Laye, feu Sa Majesté Mohammed V retrouve son pays et son peuple, accueillis par une marée humaine. L'indépendance, c'est le but suprême, l'aspiration légitime du peuple, du mouvement national et du roi. Le souverain a désigné un gouvernement dont la mission fut de négocier avec le colonisateur l'indépendance, proclamée le 2 décembre 1956. Grâce à ce combat mené par le défunt souverain en communion avec le mouvement national, le Maroc a réussi à conférer un retentissement international à sa cause, ce qui lui a permis de mettre fin au joug colonial pour se consacrer ensuite à l'œuvre d'édification nationale et de construction de l'État marocain moderne. Le 18 novembre 1955,
Feu Sa Majesté Mohammed V à ses côtés, le prince héritier et son compagnon de lutte, Feu Sa Majesté Hassan II, déclaré « Nous nous réjouissons de pouvoir annoncer la fin du régime de tutelle et du protectorat et l'avènement d'une ère de liberté et d'indépendance. » Fin de citation. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a présidé cet après-midi au stade d'honneur d'Oujda la finale de la Coupe du Trône de football qui a opposé l'Ittihad athlétique sportif de Casablanca au Hassaniya d'Agadir. Il faut dire que le club casablancais a bellement signé sa renaissance. Il a remporté ce prestigieux titre de la Coupe du Trône après une victoire sur le score de 2-1. Boufkar Ben Rabret. Stade d'honneur d'Oujda. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a présidé cet après-midi la finale de la Coupe du Trône saison 2018-2019. Au milieu des acclamations des milliers de spectateurs et après le salut des couleurs nationales au son de l'hymne national, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, s'est dirigé vers la pelouse où son Altesse royale a été salué par les membres de la Fédération royale marocaine de football, les arbitres de la finale, ainsi que les dirigeants et joueurs des deux équipes finalistes. Après avoir posé pour une photo souvenir, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a donné le coup d'envoi officiel du match avant de regagner la tribune d'honneur, d'où son Altesse royale a assisté au déroulement de cette rencontre très ouverte entre les deux équipes. Après une première occasion des Gadiri à la 8e minute, le Hassaniya d'Agadir est délivré par Malik Sissé qui ouvre le score à la 14e minute. Trois minutes plus tard, Oussama Lemlioui du TAS remet les pendules à l'heure et inscrit le but égalisateur à la 16e minute. Score final à la mi-temps, un but partout. 74e minute, le TAS obtient un pénalty transformé par Oussama Lemlioui après recours à la VAR. « 2-1 pour le TAS. Malgré la pression des Gadiri, les joueurs du TAS ont tenu bon jusqu'au coup de sifflet final. À la fin de la rencontre, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a remis au capitaine de l'équipe Fatih Stade de futsal la Coupe du Trône saison 2018-2019. Son Altesse royale a également remis la Coupe du Trône saison 2018-2019 dames à la capitaine de l'équipe de l'AISFAR. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a également remis la Coupe du Trône saison 2018-2019 au capitaine de l'équipe du TAS qui a pris le dessus sur le Hassaniya d'Agadir en finale. À présent, les couleurs du ciel, un ciel très généreux ces derniers jours. D'importantes pluies et chutes de neige ont intéressé plusieurs régions du royaume. Au grand bonheur des professionnels de la terre, la neige tombée en abondance est aussi et surtout un véritable enchantement pour les yeux. Vous le voyez sur ces images signées Ahmed Fadeli dans la province d'Ifrane. Ifrane qui baigne dans un décor tellement romantique et paisible. Ces arbres, ces parcs, ces pâturages sont habillés d'un blanc immaculé. La direction de la météorologie nationale prévoit d'ailleurs de fortes averses avec un temps assez froid et des verglas toujours sur les hauts plateaux, le Moyen Atlas et le nord du royaume également. Et en ces temps froids, justement, un grand élan de solidarité en faveur des sans-abri. À Khouribga, il trouve désormais gîtes et couverts dans des espaces spécialement aménagés pour l'occasion. Du baume au cœur pour cette catégorie sociale vulnérable qui se trouve ainsi à l'abri des rigueurs du froid. Salah Katiel et Nissa El Hamdaoui. De la chaleur humaine en ce début de la saison de froid.
Les personnes sans abri répondent favorablement à ce geste de réconfort. Sans hésitation, elles accompagnent les services mobilisés au niveau de la province de Khribga. Le complexe municipal leur a été aménagé. À l'abri du froid, ces personnes bénéficieront d'un repas chaud et d'une prise en charge multidisciplinaire, de quoi réchauffer leur cœur et leur corps. Toutes les personnes vivant dans la précarité bénéficient de cette opération. Nous avons accès aux soins médicaux. Des vêtements chauds nous sont fournis. Nous avons également droit à une douche chaude. Chaque personne accueillie ici bénéficie d'un examen médical. Si aucun problème de santé n'est à signaler, elle sera hébergée dans le centre d'accueil. Mais au moindre petit souci de santé, nous gardons la personne concernée pour des examens plus poussés. Derrière cette chaleureuse opération baptisée DIF, l'INDH et le collectif marocain pour la santé et l'environnement. Tous deux ont mis en place tout un dispositif d'accueil. Une assistante sociale prête une oreille attentive à ces personnes vulnérables, afin de pouvoir repérer ceux et celles qui peuvent éventuellement entrer en contact avec leurs proches pour les rejoindre. Nous avons fourni à ces personnes sans abri cet espace. L'INDH a financé l'aménagement et l'équipement de ce centre. Elle apporte également un appui au travail de gestion accompli par l'association. Voilà une belle manière de rompre l'isolement et la solitude que vivent ces personnes vulnérables en cette période de froid qui ne fait que commencer. Focus à présent sur Guerguerat, c'est l'unique poste frontalier entre le Maroc et la Mauritanie voisine. Des dizaines de véhicules, principalement des camions, y passent quotidiennement. Et pour contenir justement ce flux et mieux gérer ces opérations, les autorités marocaines ont adopté un nouveau système sécuritaire, un système innovant avec des technologies de pointe pour éviter tout dépassement plutôt. Sur place, nos envoyés spéciaux, Abdelrahim Jepar et Medish Taibi sur un récit d'Oumey Marabi. À quelques kilomètres de la frontière mauritanienne se trouve le poste d'El Guerguerat, point nodal pour le transport vers l'Afrique subsaharienne. Entre poids lourds et voitures touristiques, ce poste connaît une affluence quotidienne record. Ce poste frontalier connaît un important trafic de véhicules, de personnes. On traite chaque année environ 5000 véhicules légers et environ 3000 ensembles routiers. L'importance de ce poste est de s'approvisionner des matières de large consommation pour les régions de Sud. Et non pas seulement ces régions, mais aussi toutes les régions du Maroc. Et pour réguler cette affluence, le poste a renforcé son dispositif. Beaucoup d'efforts ont été consentis pour améliorer la situation de CPF, notamment l'aménagement des passages pour les piétons, ainsi que les passages pour les véhicules légers et les poids lourds. Pour garantir la fluidité des transits, les autorités mettent à profit un matériel de haute technologie, caméras, scanners et un système permettant de déterminer les types de cargaisons ainsi que leur poids. L'opération de fouille dure environ 2 heures. La première escale pour tous les véhicules, c'est le scanner, après quoi les véhicules seront fouillés une deuxième fois à l'aide des chiens. Une fouille aléatoire à laquelle chaque véhicule aura droit selon la marchandise qu'il transporte. Le poste enregistre quotidiennement un nombre de passages important, 50 voitures, 60 camions et un peu plus de 400 personnes. Lutte contre le terrorisme, notez l'arrestation de 2 éléments présumés partisans de l'organisation terroriste Daesh. Ils sont respectivement âgés de 30 et 34 ans et ils s'activaient dans la ville de Rabat. Les investigations sécuritaires ont révélé qu'en plus de leur adhésion totale à l'agenda destructeur de Daesh, à l'apologie et à la propagande en faveur de ce groupe terroriste, les 2 personnes en question planifiaient et préparaient l'exécution de plusieurs projets terroristes au royaume. Selon le communiqué du bureau central des investigations judiciaires, cette opération a permis la saisie de différents appareils électroniques en plus d'armes blanches. Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée toujours sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme.
Ouvrons à présent la page Monde de ce journal avec d'abord les violences qui ont repris de plus belle en Libye. 7 civils ont péri et des dizaines d'autres ont été blessés dans un raid aérien contre une usine située dans la banlieue de la capitale Tripoli. 5 travailleurs étrangers figurent parmi les victimes. L'attaque n'a pas été revendiquée, en tout cas depuis le début de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar pour s'emparer de la capitale libyenne en avril dernier. La région est toujours le théâtre de violents combats. Une personne est morte et une autre est disparue et d'autres sont blessés suite à l'effondrement spectaculaire cette matinée d'un pont routier suspendu dans le sud-ouest de la France. Les causes de l'accident sont toujours inconnues. La victime est une adolescente de 15 ans. Elle a péri quand la voiture que conduisait sa mère est tombée à l'eau. Sa mère a eu la chance d'être sauvée par des témoins. Le gouvernement a immédiatement annoncé une enquête et voilà qui relance, selon les médias locaux, la controverse sur la fiabilité des ponts en Hexagone. Dévastée par les inondations exceptionnelles depuis une semaine, Venise a de nouveau subi une marée haute hier soir, une marée de moindre ampleur cette fois-ci. Les prévisions météorologiques confirment d'ailleurs un retour au calme pour les prochains jours. Cela devrait permettre à la cité des Doges d'évaluer les dégâts d'ores et déjà estimés par le maire à plus d'1 milliard d'euros. En revanche, Florence et Pise demeure en alerte. Retour à l'actualité nationale et cette triste nouvelle. Le journaliste et militant des droits de l'homme Mostafa Iznassi est décédé hier à Rabat à l'âge de 80 ans. C'est ce qu'annonce le Conseil national des droits de l'homme. Ancien directeur des quotidiens Al-Mitaq Al-Watani et Al-Maghribi et ancien membre du syndicat national de la presse marocaine, Feu Mostafa Iznassi était un ancien membre du Bureau national de l'Union des écrivains du Maroc et aussi membre fondateur de l'Organisation marocaine des droits de l'homme, l'OMDH. Les obsèques du défunt se sont déroulées à Rabat après la prière d'Al-Asr au cimetière Al-Chouhada. À Dieu nous sommes et à lui nous retournons. Nous vous en parlions en début de journal. Le 64e anniversaire de l'indépendance du royaume que nous commémorons aujourd'hui est l'occasion de rendre hommage à celles et ceux qui se sont consacrés avec dévouement et engagement à la défense de la patrie. Des hommes et des femmes d'un courage exemplaire. Leur histoire est racontée à travers une série de manuscrits et de clichés jalousement conservés dans le musée de la mémoire collective et de la résistance de la libération à Khouribga. L'établissement a vu le jour en 2007. Visite guidée tout de suite en compagnie de Moulia Marouche. Leur bravoure et abnégation sont immortalisées à travers ces clichés qui célèbrent la mémoire de leur engagement. Ce sont là des photos d'anciens résistantes et résistants de la ville de Khouribga. Ensemble, ils ont lutté pour que leur mère patrie obtienne son indépendance. Khadouche est l'une de ces femmes courageuses à avoir contribué à écrire cette page glorieuse de notre histoire. Une page fidèlement retracée à travers ce musée. J'avais été emprisonnée pendant la colonisation. J'ai été libérée après le retour d'exil de feu Sa Majesté le roi Mohamed V. Nous avons créé un mouvement de résistance et mené la lutte jour et nuit jusqu'au recouvrement de la liberté. Une libération qui a vu le jour grâce à la forte symbiose entre le peuple et le trône alaouite. Des moments forts illustrés à travers des manuscrits d'une grande valeur historique ou encore des armes utilisées par les résistants contre l'occupant et surtout des souvenirs qui refont généreusement surface dans ce lieu chargé d'histoire. Quelques 22 photos de sultans et rois de la dynastie alaouite sont exposées dans cet espace. Une photothèque conçue d'une manière chronologique, ce qui nous permet de comprendre toutes les étapes de notre histoire, notamment celle de la résistance. Quoi de mieux que ce musée pour inculquer aux générations montantes les valeurs du sacrifice du peuple marocain pour la préservation de son identité et de la défense de son unité.
Beaucoup d'émotions et d'esthétique à l'Institut Cervantes de Casablanca qui présente tout un programme de chorégraphie contemporaine avec comme protagonistes des chorégraphes marocains et espagnols, un dialogue de langage artistique entre la breakdance ou encore la danse contemporaine interprétée avec beaucoup d'élégance et de délicatesse par Alicia Soto notamment. Mohamed Chekir, Reda Fedjah et Dominique Orlando pour le commentaire. Spectacle très étrange, comme seule la danse contemporaine est aujourd'hui capable de nous offrir. La compagnie qui évolue sous nos yeux nous arrive de l'Espagne voisine, et pourtant, malgré la proximité géographique, il va ici s'agir de surprises à répétition et de rencontres inédites. Es una historia que habla sobre realmente las historias que se crean a través de la mirada. Et l'histoire que nous racontons ce soir est avant tout celle qui unit deux êtres par la seule faute d'un simple regard. Chacun d'entre nous avons vécu cela, croiser le regard d'une personne jusqu'alors inconnue, dans un café, dans un bus ou plus généralement dans la rue. C'est bien pour cela que le spectacle ne se déroule pas sur la scène, mais à même le sol, au contact direct des spectateurs. C'est aussi pour notre compagnie une façon de rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui ont choisi la rue pour s'exprimer par la danse. Et souvent c'est ainsi, grâce à la générosité du public, qu'ils peuvent pour certains survivre. De cette succession artistique découpée comme autant de parenthèses enchanteresses, on retiendra surtout le lien qui fait se retrouver la breakdance et la danse dite contemporaine, celle qui fait de chaque mouvement une véritable équation mathématique. Pour le public casablancais qui fut gracieusement convié à ce voyage, il subsistera très certainement comme l'impression d'avoir été transporté sur un nuage flottant. Et c'est ce voyage poétique et artistique qui signe le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain, toujours avec grand plaisir.